Alors bonjour monsieur, bonjour, excellent dimanche à vous qui nous regardez à travers le Cameroun et partout ailleurs dans le monde sur les plateformes digitales de Cam10 Télévision. On revient sur l'essentiel de l'actualité au Cameroun cette semaine avec deux sujets majeurs qui vous sont présentés par les tabloïds en kiosque depuis lundi. On ouvre avec le premier, il s'agit de Cameroun Tribune qui revient sur le staff des Lions indomptables du Cameroun, le titre « On veut la CAN ». Il revient donc sur le renouvellement du contrat des sélectionneurs et des adjoints à la tête de l'équipe fanion de notre pays, Tony Conceição, le technicien portugais qui a donc vu son contrat renouvelé par les instances fêtières du football, notamment la Fédération camerounaise de football, entérinée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'était quelques jours après une alléchante rencontre entre le Cameroun et le Malawi qui s'est déroulée vendredi 3 septembre 2021, ici même à Yaoundé. Rencontre qui inaugurait le stade d'Olembe. L'autre sujet qui a fait l'actualité n'est pas loin du domaine du sport, il est même d'ailleurs très proche. Il s'agit des élections à la tête de la Fédération camerounaise de football. FECAFOOT 2021, Bonbon Njoya a battu en plein vol. Le titre a barré la une du journal La Voix des Jeunes qui revient donc sur ce processus électoral à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Quelques jours après un point de presse de la commission électorale qui est chargée de superviser ce rendez-vous électoral. À côté de La Voix des Jeunes, on a l'info à chaud qui est également revenu sur cette actualité. Présidence de la FECAFOOT, le Camerounais est au peu. Le Camerounais retenu parce que cette actualité-là a fait le chaud gras de la presse camerounaise également. La nationalité du Goliador quadruple ballon d'or africain a été remis en cause par quelques voix bien pensantes au sein de la Fédération camerounaise de football, notamment de la commission électorale. Information abondamment relayée par la presse. Le messager également, élection à la FECAFOOT dans l'étau de la double nationalité. Samuel Eto'o donc serait tenté d'être candidat à la présidence de la FECAFOOT, sauf que l'ancien capitaine des Lions indomptables de football serait coincé par cette question de double nationalité qui a déjà été un poison, les effets d'un poison lent pour quelques autres Camerounais, notamment Prince Ndédié Yango, Hervé Emmanuel Com, tous deux des Camerounais qui ont tenté de briguer des postes de responsabilité dans la République et se sont vus opposer cette question de double nationalité. On va donc en parler longuement et ce sera le premier sujet du débat de ce dimanche. Pour en parler autour de moi, 4 experts que je vous présente juste après cette transition. Je vous le disais à l'instant, ce sont 4 personnalités avec lesquelles nous allons échanger sur cette thématique. D'abord, celle de la double nationalité. Qui est camerounais ou sont-ils toujours camerounais? Ensuite, la préparation des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021 à la lumière de la rencontre Cameroun-Malawi qui s'est déroulée il y a 2 jours exactement dans notre pays, qui sévère également de match inaugural du complexe sportif d'Olembe. Le premier d'entre eux, c'est Fabien Bobo, que vous connaissez déjà certainement sur les antennes de Cam10 Télévision, habitué de nos plateaux. Merci monsieur d'être présent ce matin. Merci monsieur Bounet. Merci de m'avoir invité. Bonjour à votre riche panel, bonjour à vos techniciens, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers l'Afrique et le monde entier. Juste à côté de lui, il y a Franck Ghislain Ngongene. C'est également un visage que vous connaissez certainement pour vous qui suivez l'actualité sportive dans notre pays. Il est spécialiste en marketing du sport. Avec lui, on aura des informations précises sur le branding du complexe sportif d'Olembe qui a valu plusieurs milliards de francs CFA aux contribuables camerounais, dont l'entrée en scène prête pose problème. Franck Ghislain, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Cam10. Merci également à vous. C'est ma première fois sur ce plateau et c'est avec beaucoup de plaisir que je partage ce plateau avec ce riche et valeureux panel. C'est la preuve que le Cameroun a beaucoup de ressources et ça fait vraiment plaisir. Pour des questions de droit, notamment, de sport, bien sûr, puisque lui, il est à la lisière des questions juridiques et des questions de sport. Son nom, Fidèle Castro Elembe. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre plateau.
Bonjour Monsieur Désiré Boumet, bonjour également aux nombreux téléspectateurs de CAM10, bonjour à votre très riche panel. C'est toujours un bonheur et un plaisir de venir construire le football camerounais. La dernière personnalité qui ferme ce panel, c'est bien M. Jean-Baptiste Atemengue. Il est responsable, il est homme politique, cadre au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, maire de la commune d'Ongoumou. Monsieur le maire, merci de nous faire l'amitié de votre présence sur ce plateau. Merci pour l'invitation et je salue vos téléspectateurs aussi, à qui je souhaite bon dimanche. Je salue les copanélistes et j'espère que le débat sur le football camerounais sera constructif. Il sera certainement constructif, monsieur le maire, et on ouvre directement dans le vif du sujet, Fabien Bobo, avec cette question de la double nationalité. Le sujet a été évoqué il y a quelques jours maintenant par les membres de la commission électorale chargée de conduire les élections à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il s'est posé un problème de double nationalité. Est-ce que la double nationalité des sportifs fait problème au Cameroun? Oui, parce que les gens veulent jouer au petit malin. En réalité, la double nationalité est un faux débat. Pourquoi j'ai dit que c'est un faux débat? Parce que on sait comment les joueurs camerounais ont pu avoir la double nationalité à l'étranger. Pour des raisons simples. Les joueurs africains qui arrivent en Europe étaient classés au même niveau que ceux qui arrivaient en Amérique latine. Donc, étaient des joueurs extra-communautaires. Donc, il y avait un quota de joueurs qui était limité, des joueurs extra-communautaires dans les clubs en France. Je parle sous le contrôle de M. le maire qui a beaucoup vécu en France. Donc, on a réfléchi qu'il fallait donner des nationalités à des joueurs africains, voire même sud-américains qui désiraient obtenir la nationalité pour donc être... pour entrer dans le package des joueurs qui ne sont plus extra-communautaires. Donc, les clubs facilitaient donc cette double nationalité aux joueurs pour permettre à ces clubs-là de recruter beaucoup de joueurs et de les aligner pendant les matchs de football. C'est comme ça donc que nos joueurs ont pu avoir la double nationalité. Et on sait très bien que pendant que ces joueurs avaient la double nationalité, ils n'ont jamais abandonné leur pays. Ils ont toujours porté très haut les couleurs de notre pays. À écouter aujourd'hui ce problème de double nationalité, par exemple dans une élection comme celle de la FECAFOOT, est une incongruité totale. Parce que de ma mémoire d'analyse de football, je n'ai jamais entendu, depuis que la FIFA et la CAF ont instauré l'élection au niveau de la fédération, au lieu de la nomination comme le faisait à l'époque l'État du Cameroun, je n'ai jamais entendu parler, enfin, d'une commission électorale à FECAFOOT parler de la double nationalité, c'est-à-dire empêchant un candidat de pouvoir postuler au poste de candidat à la FECAFOOT. Donc pour moi, la double nationalité est un faux débat. Sur le droit, Fidel Castro, lorsqu'on regarde la ligne de droit camerounais, est-ce qu'il y a quelques lignes, notamment dans le code de la nationalité de notre pays, est-ce qu'il y a des articles, des textes qui interdisent à certains Camerounais qui ont, pour des raisons ou pour d'autres, bénéficié d'autres nationalités, de postuler à certains postes de responsabilité, notamment à la tête de la Fédération camerounaise de football, puisque c'est le cas échéant? Je crois que votre question, permettez, hein, oui, votre question n'est pas très bien recadrée parce que la loi camerounaise, il y a deux lois qu'il faut mettre en juxtaposition. Oui. La première est celle de la liberté, les lois de 1990 sur les associations. Les associations de droit privé, il y a ce qu'on appelle une liberté d'association. Vous êtes libre de créer votre association et d'en déterminer le cadre réglementaire. Maintenant, est-ce que quand vous créez votre association dans votre quartier, votre association vous interdit de faire entrer un Centrafricain ou un Malien? Ça, c'est à vous de le déterminer. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Ça voudrait dire que la loi camerounaise n'interdit pas à ce qu'une association de droit privé, il faut bien nous souligner le mot de droit privé, puisse avoir en son sein des étrangers ou encore qu'elle puisse être dirigée par un étranger. Lorsque vous parcourez la loi, le code de la nationalité, il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Maintenant, si une association de manière personnelle, prend sur elle l'initiative de rédiger dans son règlement intérieur, dans son statut,
qu'elle interdit pour le poste de président des personnes qui n'ont pas la nationalité camerounaise. Dans ce sens-là, on est donc obligé de se référer maintenant au code de la nationalité pour savoir qui est camerounais ou qui ne l'est pas. Dans le cas d'espèce, si vous permettez, dans le cas d'espèce, les nouveaux statuts de la Fédération camerounaise de football prévoient exactement que pour l'élection au poste de président de la Fédération camerounaise de football, ne peuvent être éligibles que ceux qui sont de nationalité camerounaise. Et c'est là tout le problème. Et c'est là, moi je ne sais pas s'il y a un problème là-dessus. Est-ce que, je vous relance sur la question, vous aurez certainement l'occasion de prendre la parole au deuxième tour de table. Je préfère d'abord passer la parole à Franck Ghislain. Franck Ghislain, la commission électorale de la FECAFOOT dit qu'il faut être camerounais pour postuler à la présidence de la FECAFOOT, pour être candidat. Est-ce que Samuel Eto'o, puisqu'il s'agit de lui actuellement, peut être considéré comme un étranger? Est-ce que ce monsieur-là, qui a défendu les couleurs de notre pays à travers plusieurs années, au fil des ans, qui a porté le vert ou jaune lorsqu'il remportait la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, avec l'Inter de Milan, est-ce qu'on peut remettre en doute la camerounité de Samuel Eto'o aujourd'hui? Je pense que, sincèrement, on est vraiment dans un grand débat, mais aussi peut-être un faux débat. Pourquoi faux débat? Parce qu'en fait, techniquement parlant, Samuel Eto'o n'a pas encore candidaté à la FECAFOOT. Il n'a même pas encore candidaté à la candidature. Contrairement aux informations qui ont circulé, recoupement fait auprès des confrères béninois, jamais Samuel Eto'o ne leur a confié officiellement qu'il voulait se présenter. Donc techniquement parlant, nous n'avons même pas fait le débat sur Samuel Eto'o à partir du moment où il ne se présente pas. Maintenant, aujourd'hui au Cameroun, on sait comment on fait pour prouver sa nationalité. Il y a un document, là je parle sous le contrôle des juristes qui sont là, il y a un document qui est délivré par le juge de première instance au Cameroun qui s'appelle le certificat de nationalité. C'est sur la base de ce document qu'on vous établit généralement une carte nationale d'identité. Ce document s'obtient à partir d'un acte de naissance. Je pense que si Samuel Eto'o a son acte de naissance, je pense qu'il a... Généralement, comment nous on fait, comment on procède, on n'a pas besoin de 5 heures de temps. On va le matin, il y a même souvent entre guillemets ce qu'on appelle les apacheurs qui sont là à l'extérieur. Vous leur donnez votre acte de naissance, vous revenez dans l'après-midi, vous remettez votre certificat de nationalité, vous prenez ce document, vous allez déposer à la FECAFOOT. Je crois que le débat est conclu. Donc là, vraiment, on est dans une sorte d'euphorie qui n'a pas véritablement lieu d'être. Moi, j'ai écouté la conférence de presse du magistrat Gilbert Schlick, qui a été très clair. Il a dit, pour postuler, il faut être de nationalité camerounaise. La question de la double nationalité n'a jamais été évoquée dans ces échanges-là. Il a dit, il faut être camerounais. Je viens de démontrer comment on fait pour dire qu'on est camerounais. Maintenant, il y a certains des confrères, d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure lors de votre revue de presse, ils prennent la jurisprudence d'Ndédié Yango. Il faut rappeler que la jurisprudence d'Ndédié Yango est calquée sur un droit qu'on appelle le droit d'auteur, qui n'a absolument rien à voir avec le droit du sport, parce que le droit du sport même inclut ce qu'on appelle la citoyenneté sportive, qui est une autre composante qu'il faut pouvoir aussi analyser. Donc du coup, ce qui fait en sorte que, partant du principe selon lequel la charte olympique que le Cameroun a ratifiée, puisque c'est une loi supranationale, a ratifié, interdit la discrimination ou la discrimination de tout type. Donc à partir de ce moment-là, on pourra aussi questionner cela. Mais comme je dis, pour l'instant, c'est un débat, nous sommes dans la spéculation, puisque de toute façon, rien, mais jusqu'aujourd'hui, rien ne nous démontre que Samuel Eto'o va se présenter aux élections. D'ailleurs, rien ne nous démontre même que ces élections auront lieu, parce qu'aux dernières nouvelles, je parle encore là sur le contrôle d'un juriste, la CCA a d'abord suspendu ce processus, le temps peut-être d'y voir plus clair. Donc pour l'instant, rien ne nous dit même qu'il y aura un seul candidat. D'ailleurs, il n'y en a pas, peut-être pas Mabon Kissak qui s'est déclaré comme candidat, et peut-être Jules Denis Onana. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'autres candidats. D'ailleurs, même Seydou Mbombo Njoya, que beaucoup de gens accusent de vouloir mettre les bâtons dans les roues à Samuel Eto'o, n'est pour l'instant pas officiellement candidat. Donc techniquement parlant, je pense que nous sommes vraiment dans la pure spéculation. Peut-être faudrait-il qu'on spécule là-dessus, Franck Ghislain, parce qu'il faut le reconnaître, c'est une question qui pose problème, et je m'avais passé la parole à Monsieur le maire. Monsieur le maire, le président de la République, dans son adresse à la nation, il y a quelques mois maintenant, invitait les Camerounais de la diaspora, entre autres, qui sont allés à la conquête du monde, à revenir et construire notre pays. Est-ce que cette question-là de la double nationalité qui est évoquée depuis quelques années maintenant avec une récurrence plutôt frappante, est-ce qu'elle n'est pas de nature à empêcher les Camerounais de la diaspora de revenir et construire le pays comme le président de la République l'a invité?
Je pense qu'elle est de nature à empêcher l'utilisation, l'usage optimal de la diaspora. C'est-à-dire que sans la double nationalité, il y a des membres de la diaspora qui font bien des choses. Mais la diaspora pourrait faire mieux si elle bénéficiait de ce droit. De ce droit à garder la nationalité d'origine camerounaise. Pourquoi? Parce que justement, dans chaque État, il y a une discrimination par rapport à cette double nationalité. Quand on veut engager un certain nombre d'activités, il y a beaucoup d'activités qu'on ne peut pas faire dans un État si on n'a pas la nationalité de cet État. Et c'est pour ça que, effectivement, y compris là où on s'y attendait le moins, y compris dans le sport, à un moment, l'Union européenne, beaucoup d'États ont pensé qu'il fallait privilégier les joueurs nationaux avec tout ce qu'ils ont comme centre de formation et tout ça. Ils estimaient qu'avoir des clubs où on a 10 joueurs sur 11 étrangers n'était pas de nature à promouvoir l'émergence des talents nationaux. Donc, jusque-là, on a donc imposé des quotas. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs d'origine africaine et d'origine étrangère ont dû, pour entrer justement dans ces quotas, pour que les clubs puissent bénéficier de leurs talents, ils ont dû prendre une nationalité étrangère. Vous avez d'autres corporations, les médecins, et tout ce qui est lié au public ou au parapublic. Il y a d'autres professions libérales aussi, les huissiers de justice. Il y a un certain nombre de professions et d'activités. La foncière est liée à la nationalité. Vous savez que si quelqu'un a acquis une nationalité étrangère, beaucoup de nos membres de la diaspora se sont fait avoir ici parce que il envoie de l'argent. Même quand il veut investir sur le terrain familial, les membres de la famille peuvent au bout le discriminer en présentant qu'il n'a pas droit à 1 mètre carré parce que cette personne est de nationalité étrangère et qu'elle ne pourrait pas immatriculer son terrain familial. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont fait évincer. Donc je pense que ça a toujours été ma conviction. J'ai beaucoup milité pour la double nationalité et le droit de vote des Camerounais à l'étranger. On a pu obtenir la possibilité de voter. Mais je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est d'autant plus que il y a un problème, j'allais dire, de discrimination là-dessus, et qui est anticonstitutionnel même, puisque les femmes qui épousent des étrangers ont le droit de garder la nationalité d'origine camerounaise. Donc, je ne vois pas pourquoi ces femmes, ces Camerounaises d'origine, ont ce droit et que tout le monde n'ait pas ce droit. Donc, à ce niveau, il y a une discrimination. Et au-delà des enjeux économiques, je pense qu'il est utile d'élargir cette possibilité à tous les Camerounais qui vont se chercher ailleurs pour qu'ils gardent cette... Et ensuite, c'est quelque chose de très moderne. Vous savez, je ne pense pas que nous, Camerounais, on soit plus nationalistes que les Chinois, par exemple. Mais vous voyez que les Chinois, lorsque, à un certain niveau des réformes, ils ont voulu impliquer la diaspora chinoise, qui est actrice numéro 1 de l'investissement direct en Chine, donc de la modernisation de la Chine. Ils ont autorisé et distribué les passeports chinois à tous ces Chinois à l'étranger qui n'avaient même pas à l'époque le droit de mettre leurs pieds en Chine. Donc, si plus nationaliste que nous a opté pour cet élargissement, je ne vois pas ce faux nationalisme que nous brandissons souvent pour dire non, ils sont allés. Bon, c'est une attitude souvent qu'on a vue dans d'autres pays, au Portugal, en Italie, et tout ça. Mais à un moment donné, je crois qu'on devrait faire le pas pour qu'on change de paradigme de nationalisme. Le nationalisme, ce n'est pas la nationalité, ce n'est pas le papier. Le nationalisme, effectivement, c'est la capacité d'aller chercher ailleurs, de copier ailleurs, d'aller chercher des ressources qui permettent de relever le Cameroun et de le moderniser. C'est ce que beaucoup d'États-nations qui sont devenus modernes ont fait. Monsieur Fabien Bobo, si on revient sur le processus électoral à la tête de la FECAFOOT de façon générale, maintenant que nous sommes d'accord sur le cas Samuel Eto'o,
Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes bientôt sortis de l'auberge avec la dernière sortie de la commission électorale de la FECAFOOT? Vous voyez des élections dans les jours à venir à la FECAFOOT? D'abord, il faut souligner que ça fait pratiquement 10 ans que dure la crise à la FECAFOOT. Alors, si elle a mis autant de temps, ça veut dire que les gens ne veulent pas être honnêtes. D'accord. Pour la simple raison que lorsqu'on crée une association, les règles de l'association régissent les relations entre les membres de l'association. Bien sûr. C'est comme la loi. Quand un État met les lois en place, c'est pour régler les relations entre les citoyens. Donc, à partir du moment où les gens pensent qu'ils peuvent violer les textes pour s'approprier la Fédération camerounaise de football, vous voyez très bien qu'à chaque fois qu'un président est élu, eh bien, son élection est annulée. Pourquoi? Parce que c'est un... les gens passent le temps à violer les textes de l'association. Et vous savez très bien que pour régler ce problème de la fédération, il y a une seule question à poser. Laquelle? Que disaient les textes? Dès que vous posez cette question, on fait parler les textes et tout le monde prend sa place. Mais les gens biaisent cette question et continuent à s'aventurer. Quand vous me posez la question de savoir s'il y aura une élection, moi je vous dis qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas élection, ce processus électoral est faux. Pourquoi il est faux? Voyez-vous, l'Assemblée de 2009 est l'Assemblée légale et légitime à la FECAFOOT. Je parle sous le contrôle du juriste. Pourquoi? C'est la dernière assemblée qui a élu M. Yahya Mohamed. Oui. En 2013. L'élection de M. Yahya Mohamed a été annulée par les organes internes de la FECAFOOT. On est donc revenu à l'assemblée de 2009. C'est celle-là qui a élu M. Tombi Aroko, qui vient après Yahya Mohamed. Son élection a été annulée. On revient à l'assemblée de 2009. C'est cette assemblée qui a élu M. Sédou Mbombo Njoya. Et son élection en janvier a été annulée. On revient à l'assemblée de 2009. Alors, par quelle alchimie on se retrouve aujourd'hui dans ce processus électoral dont vous faites allusion avec l'assemblée de 2018? Vous voyez très bien qu'il y a un problème. Et c'est pour cela que, Juscelin le disait tout à l'heure, la CCA étant saisie par l'un des membres de la FECAFOOT, a estimé qu'il fallait surseoir ce processus électoral avant d'aller jusqu'au fond. Et moi je dis, et je suis convaincu, qu'il n'y a que l'Assemblée de 2009. En dehors de cette Assemblée, il n'y a plus une autre Assemblée. Et vous voyez très bien que ceux qui contestent ce processus électoral, eh bien, pourquoi on est allé chercher l'Assemblée de 2018? Parce que l'Assemblée de 2009 n'est pas avec ceux qui sont à la FECAFOOT à l'heure actuelle. Et vous savez que l'Assemblée de 2009 est l'instance suprême de la fédération. C'est elle qui prend les grandes décisions de la fédération. C'est elle qui met en place le comité exécutif de la fédération. C'est comme, comment dirais-je, dans les entreprises, le PCA avec ses membres, le conseil d'administration. Donc, comment contourner un conseil d'administration et prétendre rester directeur dans une entreprise? C'est ça qui se passe à la fédération. Donc, ils ont contourné l'Assemblée 2009 pour aller chercher l'Assemblée 2018 qui n'a rien à voir avec le processus. Je vous ai donné le processus d'élection à la FECAFOOT par cette Assemblée 2009. Et il faut rappeler ici que le professeur Owen, à l'époque où il était président de la normalisation, a voulu lui aussi contourner cette Assemblée de 2009 et tout ce qu'il a pu faire a été annulé au TAS en 2015. Il était obligé de revenir vers l'Assemblée de 2009 pour pouvoir faire élire M. Tombi Aroko. Donc, pour moi, ce processus électoral est faux. Et je suis convaincu que s'il y a élection demain à la FECAFOOT, elle sera aussi annulée. Elle sera annulée sur la base de ce que je venais de démontrer, qu'il n'y a que l'Assemblée de 2009 qui est légitime et légale à la Fédération camerounaise de football. Et c'est pour cela que vous avez vu tout à l'heure, quand Castro disait que les textes actuels de la Fédération disent que tu ne peux pas postuler si tu as la double nationalité. Non, c'est l'Assemblée de 2009 qui est légitime. Et dans les textes de 2012, il n'est nulle part inscrit dedans
qu'il y a un problème de double nationalité. Et c'est les textes de 2012 qui sont en vigueur à la fédération, parce que votés par l'Assemblée de 2009. Fidel Castro, est-ce que les textes à présent, actuellement en vigueur à la Fédération camerounaise de football, sont de nature à permettre une sortie d'auberge d'ici l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain? Permettez d'abord que je puisse revenir sur deux choses qui ont été dites. Je suis un peu gêné par ce débat au Cameroun, parce que je pense qu'au Cameroun, soit on ne veut pas comprendre, soit c'est qu'on fait de la mauvaise foi, parce que les deux vont de pair. Vous voyez, cette histoire depuis l'élection, à des moments on se trompe, on prend une jurisprudence, on veut la coller à une autre jurisprudence. Mais sauf que les gens oublient qu'il y a une évolution. Et je le dis toujours, d'ailleurs, je suis en train de commettre un ouvrage là-dessus sur les revirements du tribunal arbitral du sport, si je peux appeler ça ainsi. Parce que lorsque la décision du 15 janvier est sortie, j'étais sur un plateau avec certains dirigeants, je leur ai dit que cette décision porte en elle-même les gènes de la destruction du football camerounais. Parce qu'il faut dire aux Camerounais que lorsqu'on parle d'arbitrage, l'arbitrage, le juge statue en droit, en équité et également en fonction de l'intérêt recherché par les parties. Ça veut dire que lorsque vous prenez une décision en matière d'arbitrage, si vous vous focalisez uniquement sur le droit, vous allez vous perdre. Parce que le juge arbitre ne statue pas uniquement en droit. Il statue en équité qui n'a rien à voir avec les règles de droit et selon l'intérêt recherché par les parties. Donc maintenant, quand vous prenez cette décision-là, vous vous rendez compte que en elle-même, c'est la décision qui n'a pas arrangé le football camerounais. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez comment cette décision a été construite, si l'équipe actuelle est là, c'est bien parce que c'est la décision-là qui a permis que l'équipe actuelle soit là. C'est pour ça que cette équipe soit là. Et lorsque vous prenez tout ce qui a suivi depuis que cette décision est sortie, vous allez vous rendre compte que, je l'avais dit en son temps, que tous ceux qui vont penser que ce que la FIFA va dire n'est pas considérable, ils vont se tromper. Parce que la décision, c'est cette décision qui permet à la FIFA de venir faire ce que la FIFA est en train de faire. Par voie de conséquence, parce que le problème que pose cette décision, lorsque la décision vous dit les organes actuels, vous devez savoir que le premier organe d'une fédération, c'est d'abord son assemblée générale. Est-ce qu'on se comprend? Bien sûr. Maintenant donc, quand la décision dit les organes actuels, en disant les organes actuels, il y a eu interprétation. De quel organe actuel s'agit-il? C'est pour ça que vous voyez le comité exécutif dirigé par M. Seydou Mondoya est toujours présent. Vous voyez que c'est pour ça qu'ils utilisent maintenant l'Assemblée générale de 2018. Encore que lorsque l'Assemblée générale de 2009 a siégé, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle siège, elle a siégé une première fois et a mis en place un comité provisoire dirigé par le sénateur Albert Bida. Et l'une des premières décisions que ce comité a fait, c'est qu'ils ont envoyé une lettre au tribunal arbitral de sport pour dire au tribunal qu'à partir d'aujourd'hui, les seuls interlocuteurs de la fédération sont nous et ils ont commis, pour le cas d'espèce, un conseil. Qu'est-ce que le TAS a fait? Le TAS s'est référé à la FIFA pour lui demander, mais attention, j'ai rendu une décision, maintenant j'ai deux correspondances devant moi. Laquelle est valable? Laquelle est valable? Parce que j'ai deux fédérations. Ouais. Quelle est la fédération que vous avez choisie? La FIFA a répondu au TAS en lui disant que selon la décision que toi-même tu as rendue, moi je n'ai pas trouvé d'objection. Et qu'est-ce que le TAS a fait? Le TAS a directement répondu en leur disant que maintenant au parti camerounais, qu'à partir d'aujourd'hui, la seule entité à parler au nom de la fédération, c'est également le comité exécutif, notamment le conseil dirigé par Maître Rigosi. À partir de ce moment, même dans la dernière sentence du TAS, qui date de la dernière sentence dans l'affaire LFPC, le juge l'a clairement dit. Le juge a dit que jusqu'à présent, les organes actuels, ce sont ceux qui sont actuellement à la Fédération camerounaise de football. Moi, je pense que c'est un faux débat de dire que est-ce que c'est l'Assemblée générale de 2009 pour mettre entre parenthèses l'Assemblée générale de 2009. Et lorsque j'ai pris la peine de lire cette décision du 15 janvier, vous allez vous rendre compte que le juge ne s'est pas appuyé sur le point de droit. Non, parce qu'en matière de droit, il ne pouvait pas le faire. Ni d'une jurisprudence, mais le juge est allé rechercher au niveau de l'intérêt recherché par les partis. Maintenant, je vous le dis toujours, un processus électoral, quand on dit qu'il a été suspendu, il n'a pas été suspendu selon la décision rendue par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Non pas pour la qualité de l'Assemblée générale, mais parce que le contestataire qui est bel évidemment Mabouan Kessa
a estimé qu'il y avait des clubs fictifs, notamment au niveau de ce qu'on appelle la liste électorale. Oui. Dans le fichier électoral, il a contesté le fichier électoral. C'est pour ça que la CCA a dit, en attendant qu'il y ait un fichier électoral bien nettoyé, ça veut dire ici qu'on demande de refaire le fichier électoral qui n'a absolument rien à voir avec l'Assemblée générale de 2009. Fabien, quelques minutes. Je voulais poser la question aux juristes, parce que moi je ne suis pas juriste, mais je sais que le droit c'est également le bon sens. Bien sûr. Alors, lorsque la FIFA suspend une fédération, ce n'est pas l'Assemblée générale qui est suspendue, c'est le comité exécutif qui est suspendu, puisque l'Assemblée générale reste toujours en place, parce qu'elle est souveraine. C'est elle qui doit adopter les nouveaux textes lorsque la Fédération internationale, la FIFA, met en place un comité de normalisation ou un comité provisoire de gestion. L'Assemblée reste toujours en place. Elle est souveraine. Et ces décisions ne sont pas attaquables. Moi, je ne suis pas juriste, mais je fonctionne avec le bon sens. Je voulais compléter ce que disait tout à l'heure Bobo Fabien. Alors, on parlait tout à l'heure des organes, on a cité les organes de la fédération, mais on n'a pas cité les organes de la FIFA. C'est très important parce que vous allez comprendre quel est le rôle que jouent ces organes. Le premier organe de la FIFA, c'est le Congrès, 211 membres. Le deuxième organe, c'est le Conseil, et puis il y a le comité d'urgence. Vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y a eu une question de mettre un comité exécutif intérimaire, la question a toujours été réglée par ces trois organes. Soit le Congrès, soit le Conseil, soit alors le comité d'urgence. D'ailleurs, le dernier comité de normalisation, Maître Api, a été mis sur pied par le comité d'urgence de la FIFA. Ce sont des organes que je peux considérer comme étant des organes qui statuent pour l'organisation. Mais dans le cas d'espèce, celui qu'évoque tout à l'heure Fidel Castro, c'est la secrétaire générale qui n'est même pas nommée, qui n'est même pas votée, qui n'est même pas élue, qui est une employée, de la FIFA, qui a écrit pour dire voici ce que la FIFA pense. Avant elle, d'abord, il y a un directeur qui est aujourd'hui secrétaire général de la CAF qui a écrit. Or, les instances habilitées à cela ne connaissent pas M. Mosengo en tant que directeur, ne connaissent pas Mme Fatma Samoura en tant que secrétaire, puisqu'elle n'est pas élue. La décision aurait eu de l'impact si et seulement si le Congrès s'était assis et avait voté en disant nous plaçons un comité, nous permettons que Seydou Boumodjoya reste président de la FECAFOOT. Ça aurait été le cas tant pour le Conseil, tant pour le Congrès ou même pour le comité d'urgence. Et donc, à partir de ce moment, si on est dans ce brouhaha ou alors dans ce cafarnaum, c'est parce qu'effectivement, il n'y a aucun organe habilité qui est statué clairement sur cette affaire. Et pour revenir sur ce que Bobo Fabien disait, l'Assemblée générale, ça il l'a pas dit quand il dit c'était les organes, c'est un organe souverain. Vous ne pouvez pas changer l'Assemblée générale. Vous n'avez pas la capacité de changer l'Assemblée générale. Ce que la FIFA peut faire, elle peut changer les organes exécutifs et les commissions. C'est pour cela qu'elle parle des organes, c'est-à-dire le comité exécutif, la commission électorale, la commission ceci, la commission cela. C'est de ces organes-là que mais elle ne peut pas toucher l'Assemblée générale. C'est pour cela que, et d'ailleurs, et ça c'est par là que je ressors, cette question sur les organes, rappelons que ce n'était pas dans la décision finale du TAS. C'était un commentaire préalable à la décision. Donc techniquement parlant, et la décision elle-même dit quoi? C'est par là que je ressors, dit que les textes en vigueur sont les textes de 2012. Et où en est, pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des textes qui parlent de la double nationalité, de la binationalité et tout? Parce que justement, on veut transgresser les textes de 2012 que reconnaissent aujourd'hui les instances internationales. En quelques secondes, je vous ai dit qu'au Cameroun, on confond deux choses. Vous comprenez? Je vais d'abord préciser une chose ici. Ce n'est pas... Ce sont les textes qui ont précédé, c'est-à-dire les textes qui organisaient les élections qui ont été annulés. Et par conséquent, puisque le code électoral a été annulé, tout ce qui a été voté sur la base du code électoral a été annulé. Et quand on dit qu'est-ce qui a été voté sur la base du code électoral, c'est l'ensemble, c'est d'abord cette Assemblée générale qui a été constituée sur la base de ce nouveau code. Parce que le code, parce que les textes... Si c'est le code électoral qui constitue l'Assemblée générale. Écoutez-moi très bien. Écoutez, je vais vous dire deux choses pour terminer. Parce que pour qu'il y ait élection, on commence d'abord par constituer une nouvelle Assemblée générale. Oui, mais ce n'est pas le code électoral qui définit cette constitution. Pour constituer une nouvelle Assemblée générale, on commence d'abord par mettre en place des textes.
Parce que ce sont les textes qui sont la base du processus électoral. Et une fois que ces textes ont été annulés, automatiquement, tout ce qui a suivi devient annulé. Et lorsqu'on vous dit que même si ça a été annulé, les organes restent là, ça veut dire que ces organes, ce sont les organes qui sont issus de cette élection. La première des choses, y compris l'Assemblée générale. Y compris l'Assemblée générale. Et maintenant, pour terminer, je voudrais dire une chose. Lorsqu'on vous dit vraiment, Patman n'a pas le droit, Patman n'a pas ceci. Moi, je peux le comprendre. Je peux dire que c'est normal. Mais sauf que lorsque le juge, lui vous dit que c'est déjà bon, vous allez encore dire quoi? Donc tout ce qu'on fait là, ce n'est que de la pub. Parce que le TAS l'a dit. Maintenant, dans un commentaire du TAS, et vous savez, dans la décision finale du TAS, il explique que les organes en place doivent rester dans la décision. Elle a 10 points. Savoir écouter est un art. Monsieur Bobo Fabien, allez-y, je prends la peine de vous écouter. Vous avez toujours la parole. Oui. Monsieur Bobo Fabien, vous deviez savoir une chose, c'est que dans une décision internationale, ne cherchez jamais à dissocier les motifs du dispositif. Et le dispositif ne répond qu'à la question que les parties ont posée au juge. Mais lorsque le juge, dans son motif, émet un point, ce point est appelé en droit un obiter dictum. Ça veut dire qu'il s'impose à tous. C'est pour ça que lorsque votre maître, le maître du comité provisoire a écrit au TAS, c'est pour ça que le TAS s'est référé à la FIFA. Et lorsque le TAS a rendu une ordonnance en disant qu'à partir d'aujourd'hui, le seul qui communique avec moi, c'est le conseil Maître Rigosi. Et tu crois que le TAS a le droit de se référer à la FIFA pour prendre une décision? Maintenant, lorsque le TAS... Tu ne crois pas que c'est un migmac? C'est une incongruité. Moi, je suis... Si vous partez à la Cour suprême du Cameroun... Un juge qui se réfère à un ami... Vous savez pourquoi il y a le désordre au Cameroun? Parce qu'il y a un ministre de la République qui avait estimé que le juge a outrepassé ses droits. Donc il estimait que le juge ne connaît rien et que lui prend ça, il froisse. C'est pour ça que je vous ai dit que le TAS prend des décisions, et c'est par là que je termine, le TAS prend des décisions qui en elles-mêmes portent des germes de la destruction. Mais lorsque ces décisions sont déjà là, on peut tout dire que vraiment le TAS n'a pas le droit de faire ça. Mais sauf que, même dans la dernière décision, dans l'affaire LFPC, le TAS l'a toujours évoqué. Et le TAS l'a d'ailleurs évoqué en un seul paragraphe. Pour dire qu'effectivement, si c'est de Momonjoua est là, c'est bien parce que moi-même je l'ai dit et la FIFA a confirmé cela. Donc votre débat sur Fatman n'avait pas le droit est dépassé depuis. Oui, on est d'accord qu'elle n'avait donc pas le droit. Monsieur le maire, on est d'accord sur ce point. Monsieur le maire, je crois que le débat qui a cours sur la décision du tribunal arbitral du sport, la Fédération internationale de football, l'association, soulève quand même un certain nombre de questionnements. Est-ce que l'État camerounais ne peut rien sur cette affaire d'élection à la tête de la FECAFOOT? Est-ce que le gouvernement de la République n'a aucun moyen de siffler la fin de la récréation? Alors, le principe de la liberté d'association et la FIFA semble vraiment trop y veiller, c'est justement cette indépendance. Et malheureusement, ces désordres, quand ils perdurent, on a aussi un regard vers le gouvernement. On vient d'investir des milliers de milliards pour des infrastructures de football, ce que d'autres fédérations n'ont pas. Et c'est la fédération où sévit un bordel depuis plus de 10 ans. Et c'est dommage parce que les jeunes générations qui devraient profiter de ces infrastructures devraient avoir une fédération qui organise avec la Ligue un championnat pour que des talents émergent et qu'on ait d'autres étaux et d'autres milles dans les jours à venir. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Ce qui nous fait défaut aujourd'hui d'ailleurs. Et je pense qu'on ne peut pas dire que l'État ne peut rien. Il faudrait que l'État se concerte, oublie peut-être les acteurs et se concerte avec l'organe fêtier, c'est-à-dire la FIFA, pour trouver une solution d'abord juridique, parce que là, on ne se retrouve plus dans tous ces débats. Une assemblée générale, une association, c'est d'abord une assemblée générale. Il n'y a pas d'association sans assemblée générale. Et lorsque on est 15 ans après à revenir, presque 15 ans à revenir sur une assemblée générale, 2009, entre-temps, il y a eu des saisons de championnat, les clubs sont descendus, il y a eu des décès parmi les dirigeants qui étaient présents à l'époque. Donc, et plus on avance, plus ça va créer un problème, un blocage juridique. Et donc, il faut que l'État trouve une solution avec et de façon impersonnelle. Sans parti pris.
Je crois qu'on a trop personnalisé le débat parce qu'il y a des égos, il y a des acteurs à l'ombre qui interviennent, il y a d'autres qui sont plus ou moins visibles et donc visiblement avec des ramifications au sein du gouvernement aussi et ça complique les choses. Je pense qu'il faudrait que l'État de façon impersonnelle règle d'abord le cadre du football de façon générale. Et si on ne revient pas à une assemblée générale, moi j'ai toujours pensé qu'à un moment, malheureusement, il y avait une situation de chantage avec la CAN que nous allons organiser. Tout à fait. Donc, ça ne donnait pas, ça ne donnait pas vraiment une liberté d'action au gouvernement, voilà. Parce qu'on tient au gouvernement là. La FIFA elle-même a toujours été une mafia. Voilà. C'est la réalité. C'est une association qui n'a pas les gouvernements américains et tout ça ont voulu un petit peu taper dessus récemment, mais on se rend compte que ça ne bouge pas tant que ça. On revient à la situation initiale malgré le départ d'un certain nombre d'acteurs majeurs qui étaient à la tête de cette organisation. Mais dès que la CAN sera organisée, je pense que le gouvernement aura plus de marge de manœuvre pour trouver une solution qui peut, même si on n'a pas, juridiquement, on n'a pas une solution immédiate, qui peut passer par une dissolution pure et simple et une reconstruction sur la base d'une assemblée générale réelle avec des acteurs vivants, réels, présents et qu'on reparte à zéro. Or, cette solution radicale, on ne peut pas la préconiser alors que nous sommes en train de préparer à 2 mois de la CAN. Donc je pense que dès que la CAN sera passée, sera organisée, on pourra peut-être, avec vraiment une volonté politique, régler ce problème définitivement. Franck Ghislain. Je voulais ajouter à la suite de M. le maire, lorsqu'il parle des morts de cette assemblée, je crois qu'à l'Assemblée nationale, les députés meurent tous les jours, mais ça n'enlève pas la valeur à l'Assemblée nationale de continuer à siéger. Donc ce n'est pas certains morts qui empêchent à l'Assemblée de 2009 d'avoir sa légitimité et sa légalité. Ce que je voulais ajouter. Franck Ghislain, quel pourrait être l'impact de cet imbroglio autour de la Fédération camerounaise de football sur la Coupe d'Afrique des Nations dont parle monsieur le maire que nous accueillons seulement en janvier, dans quelques jours là? Est-ce que le tohu-bohu là n'est pas de nature à discréditer un peu le football camerounais malgré les infrastructures sportives futuristes dont le chef de l'État a bien voulu doter la jeunesse camerounaise? Bon, moi je dirais que ça a déjà un impact, si on parle de plus de 10 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que le football camerounais sera sali. Je crois qu'il est assez sale comme ça. C'est près d'une décennie de saleté de Capharnaüm. Par contre, il faut aussi dire que les problèmes à la FECAFOOT n'ont techniquement pas un impact sur l'organisation de la CAN parce que en fait, la CAN, la CAF à un certain moment, c'est-à-dire lorsque nous sommes aussi près de la compétition, a pour principal interlocuteur le comité local d'organisation. Parce qu'à la fin de la journée, vous devez vous dire que la CAN c'est d'abord du business. Nous sommes clairement dans du sport business et la CAF a des engagements vis-à-vis de ses sponsors. Elle ne peut pas se permettre de laisser tout à fait. Donc ce qui fait en sorte qu'elle sait que la structure la plus stable actuellement avec laquelle elle peut communiquer et qui garantit les intérêts de ses sponsors, c'est le COCAN. C'est pour cela que vraiment que des gens se déchirent. D'ailleurs, je m'amuse souvent à le dire, depuis que ces affaires ont commencé à la FECAFOOT, jamais la CAF n'a fait une sortie dessus. Déjà, en fait, aussi faudrait-il savoir, et peut-être ça c'est aussi un autre débat, est-ce que la CAF existe même encore, c'est-à-dire du point de vue factuel? Parce que la CAF elle-même est restée sous tout à fait, parce que la CAF elle-même est sous normalisation de la FIFA. Elle est gérée actuellement par... C'est qui est une grande première. Tout à fait. Elle est gérée actuellement par un employé de la FIFA qui n'a pas encore démissionné. Voilà. Donc ce qui fait que actuellement, la CAF, vraiment, en toute sincérité... Elle n'est pas très différente de la FECAFOOT. Je dirais, si on était au quartier, je dirais qu'elle n'en a rien à faire de ce qui se passe à Tchinga. C'est vraiment le cadet de ses soucis actuellement. Il faut qu'elle satisfasse ses sponsors qu'elle n'arrive pas à satisfaire depuis à cause du Covid-19 et tout. Donc ça, c'est en ce qui concerne la CAN. Par contre, le Cameroun a intérêt à ce qu'il y ait un semblant de fédération parce qu'à la fin de la journée, l'interlocuteur direct, l'interlocuteur technique de la CAF et de la FIFA reste la FECAFOOT. Donc il faut une FECAFOOT pour que cette affaire se joue. Et c'est pour ça que je rejoins rapidement monsieur le maire.
c'est clair qu'après la CAN, il faut un nettoyage total. Il faut un nettoyage, mais vraiment total. Et vous devez comprendre que si ce nettoyage ne se fait pas, nous risquons de tomber dans l'une des crises économiques les plus graves de l'histoire du Cameroun. Parce que là, le maire ne l'a pas dit, c'est 2500 milliards de francs CFA qu'on a dépensé jusque-là. D'ailleurs, tout à fait. Donc il faut rentabiliser. Et ça veut dire quoi, il faut rentabiliser? Ça veut dire que des clubs, qu'ils le veuillent ou non, doivent être professionnels. Ce n'est plus un débat. C'est-à-dire, on a passé le cap du débat. Si on veut éviter la crise, il faut... Quand un stade comme Japoma, on a vu le match à Japoma, un match à Japoma vide, ce n'est pas un match de football. C'est vraiment... C'est du grand... On reviendra dessus tout à l'heure. Du coup, il faut les spectateurs au stade. Pour que les spectateurs soient au stade, il faut que les clubs soient structurés. Et vous devez savoir une chose, comment la FIFA définit une fédération. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La FIFA définit une fédération comme un ensemble constitué de clubs et de ligues. Ça veut dire qu'en fait, si les clubs sont structurés, ipso facto, la fédération sera structurée. Bien sûr. Puisque c'est clair, si les ligues sont structurées, ipso facto, la fédération sera structurée. Et c'est pour cela que casser, quand on dit recommencer à zéro, c'est vraiment recommencer à zéro au niveau des clubs. Il y a ce chantier-là qu'il faudra aborder. Et puis bien sûr, il y a le chantier de la DTN, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de l'équipe nationale. Si on n'a pas une DTN, pas un DTN, parce qu'actuellement, le Cameroun, depuis longtemps, a un DTN qu'on a cloîtré dans une petite chambre au quartier Hippodrome. Et c'est pas ça la direction. Il faut une DTN, c'est-à-dire un laboratoire national de fabrication des Samuel Eto'o de demain. Et ça passe par là. C'est-à-dire, si on parle de l'ANAFOOT, on doit être une ANAFOOT qui a au bas mot niveau de Clairefontaine. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par une restitution totale du football camerounais. Et c'est clair qu'il faudra casser tout après la CAN. On y revient tout de suite. Le temps de prendre une petite respiration. Vous avez certainement introduit, vous avez remarqué également à la maison, quelques bases du prochain thème qui sera abordé dans cette édition du Grand Débat. Il s'agit de la performance des Lions indomptables du Cameroun. C'était vendredi contre le Malawi, ici même à Yaoundé, au complexe sportif d'Olembe. Cette rencontre-là est importante de plusieurs points de vue. D'abord, elle inaugurait le complexe sportif, mais aussi et surtout, c'est l'un des pas importants de la température, de la préparation des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun Total Énergie Cameroun 2021. On en revient juste après la transition. Les Lions indomptables du Cameroun ont donc été de la partie vendredi dernier. C'était devant le Malawi, ici au complexe sportif d'Olembe, Fabien Bobo. C'était une rencontre attendue d'abord du point de vue sportif, mais aussi et surtout événementiel, parce que cela marquait l'inauguration du complexe sportif d'Olembe. Question simple, est-ce que c'est une entrée manquée pour le stade Olembe? Ça dépend, hein, dans quel... Du point de vue de l'événement, est-ce que un stade comme celui-là, qui a quand même cristallisé l'attention de notre pays pendant pratiquement une décennie, plusieurs milliards de francs CFA ont été enterrés là-bas dans le bon sens du terme, est-ce qu'aujourd'hui la présentation des fleurs de ces milliards qui ont été enterrés n'a pas été un peu hypothéquée par d'abord les mesures barrières évoquées par la Confédération africaine de football, la FIFA également, mais aussi par cette question de la présence de la presse privée? Est-ce que le stade d'Olembe n'est pas mal rentré dans l'histoire? Non, il faut déjà dire que, enfin, je peux me tromper personnellement, mais je crois qu'on ne peut pas parler d'une inauguration. On parle plutôt d'un test. Une entrée en service. C'est un matest qu'on a essayé de faire à Olembe, parce qu'en réalité, quand vous voulez inaugurer un stade, je crois qu'il faut prendre le temps de choisir même la qualité de l'adversaire avec... Fabien Bobo, ouais. C'est un premier match officiel du stade d'Olembe. Oui, mais moi je parlerai des tests, pas d'inauguration. Le stade n'est pas fini. On n'inaugure pas quelque chose qui est encore en chantier. Ok. Donc pour moi, je parle d'un mat-test. C'est un mat-test. Il fallait voir si le stade a des capacités sur le plan, comment dirais-je, sur le plan technique, de pouvoir abriter un match de football. Texte réussi? Oui, puisque le match s'est joué.
dans des meilleures conditions. J'ai vu par exemple l'inauguration d'un stade en Côte d'Ivoire, le stade de Limbe, dont la pelouse était impraticable ce jour-là. Le stade qui va accueillir la oui, qui va accueillir, oui, voilà. Mais le gazon, c'était impraticable. Mais on a vu le stade de Limbe, ça n'a rien à voir, la pelouse n'a rien à voir avec... enfin, n'a rien à envier à un stade de France, ou je ne sais pas moi, l'un des meilleurs stades d'Europe à l'heure actuelle. Donc c'est un test réussi pour moi. On revient, on vous redonne la parole pour décrypter la performance des Lions sédentaires. Mais d'abord, je prends l'avis de Francis Lan sur la question. Est-ce que le test comme dit le grand frère et le père Fabien Bobo, est vraiment réussi du point de vue marketing? Est-ce qu'on n'a pas un peu gâché l'ambiance qui devrait animer l'entrée en scène de ce complexe sportif qui est quand même l'un des plus grands, sinon le plus grand de ce pays, peut-être même de la sous-région? C'est un test totalement manqué, gâché même. C'est du gâchis. Je pense que c'est du gâchis. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi on s'est entêté à aller jouer à Olembe, sincèrement. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses qu'on pouvait faire, sauf aller jouer à Olembe. Parce qu'en fait, vous savez, Olembe, c'est la plus grosse fierté de l'histoire du Cameroun en matière de sport. Vous savez, ce n'est pas un stade lambda. Ce n'est pas... tout à l'heure, quand Bobo Fabien parlait des BIMPE, on a testé les BIMPE avec un match de championnat local. C'est-à-dire que, effectivement, et ça je le reconnais, la FECAFOOT plusieurs fois a demandé au ministère la possibilité de jouer certains matchs du championnat là-bas pour effectivement tester la pelouse et tester un certain nombre d'éléments. Malheureusement, ils ont toujours reçu une fin de non-recevoir. Parce que le ministère se disait, on va tester avec les Lions. On ne peut pas tester un match avec les Lions. Ça a été la plus grosse erreur. Et du coup, nous ne mentons pas, nous sommes tous des Camerounais, on adore ce pays. Ce n'était pas le waouh auquel on s'attendait. On parle quand même du plus grand stade d'Afrique centrale et peut-être l'un des plus grands d'Afrique francophone. Ce n'était pas le waouh auquel on s'attendait. Et maintenant, après, la pelouse, il n'y a rien à dire. Ça, honnêtement, je crois qu'en termes de pelouse, jusqu'à maintenant, personne ne s'est jamais plaint de la qualité des pelouses du Cameroun. Et même, attention, même les pelouses des stades annexes, les 36 stades qu'on a au Cameroun, jamais on a eu un problème de pelouse. Ça, vraiment, bravo. Mais s'il faut parler en termes de stade, il faut comprendre qu'un stade, c'est d'abord un spectacle. Quand un match, c'est d'abord un spectacle sportif. C'est un spectacle. On n'a pas... Quand vous ne pouvez pas créer le spectacle sportif, vous avez vu par exemple la finale du 100 mètres dernièrement aux Jeux Olympiques. Vous voyez tout ce qu'il y a autour de cette finale. C'est une compétition qui se joue pendant 10 secondes. 10 secondes. Mais on s'arrange à ce que ces 10 secondes soient les 10 secondes les plus mémorables de votre vie. Avec les jeux de lumière, les fanfares, les ceci. On crée vraiment on crée l'ambiance. Et quand vous ne pouvez pas créer cette ambiance-là, c'est dommage. Et puis il y a un autre aspect. D'ailleurs, déjà j'anticipe en vous demandant de ne pas me passer la parole tout à l'heure lorsqu'on parlera de l'aspect du contenu du match, parce que par solidarité pour mes confrères, je trouve que la presse camerounaise a plus que jamais été bâillonnée, chiffonnée, et on ne méritait pas ça. La presse camerounaise mérite plus. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas prendre la parole tout à l'heure quand on parle du contenu. Donc je profite de cette prise de parole pour boucler avec ça. Je pense que le droit à l'information est un droit fondamental pour tout Camerounais. Lorsque vous enlevez le droit à l'information en Camerounais, vous attaquez directement à ces droits les plus fondamentaux. Et moi, j'ai pensé que ça a été une grosse insulte. On a voulu nous faire croire que les protocoles Covid, c'est la CAF qui avait interdit aux médias d'aller dans les stades. Dieu merci, on a eu la correspondance de la CAF qui n'a absolument rien à voir avec cela. Elle parle des protocoles Covid. Je pense que tout le monde a un exemplaire du protocole Covid qui inclut bien sûr les médias. Demande tout simplement aux médias de venir avec leur test Covid négatif. Lorsque vous avez votre test Covid négatif, vous avez accès à la salle de conférence et puis vous avez accès à la zone mixte. Et donc, clairement, on a compris qu'il y a eu un complot contre la presse privée. Et moi, je ne peux pas être complice de ce genre de choses. Je pense que ce match, effectivement, et les confrères, pour la plupart, ont respecté le mot d'ordre. Ne pas faire de compte rendu de ce match-là. J'ai apprécié l'attitude des confrères. Je veux saluer ici le président de l'AJSC Littoral, Marc Chouamot, qui est vraiment monté au créneau et qui a démontré que la presse a encore son mot à dire dans un pays où les gens pensent que la presse ne peut plus parler. Donc bravo à ces confrères-là qui ont refusé de faire des comptes rendus, qui ont refusé de couvrir la conférence de presse, et nous allons toujours vous soutenir, nous serons toujours avec vous. C'est ce qu'il faut dans un pays de droit et de loi. Fidel Castro, pourquoi est-ce que la presse privée n'a pas été conviée à couvrir ce match, n'a pas été autorisée à couvrir ce match? Est-ce qu'il y a des choses à cacher à Olembe actuellement? Est-ce que le stade n'est pas prêt? A priori, ceux qui vous écoutent au quartier peuvent effectivement dire qu'il y a des choses à cacher à Olembe.
mais je vous dis que... Quel est votre point de vue on ne sur peut la pas question? cacher quelque chose qui est visible. D'accord. Vraiment, on ne peut pas... Olembe n'est pas... On va certainement avoir quelques images du complexe sportif Olembe d'Olembe avec le concours de la réalisation. situé dans un no man's land où personne ne peut s'y rendre. Olembe, c'est à quelques encablures de Yaoundé. Mais ces gens de la presse privée, à chaque fois que la Confédération africaine de football est en visite au Cameroun, à chaque fois que le ministre des Sports est en visite dans ces chantiers, mais ils sont là. Mais pourquoi ils ne seraient donc pas là? Non, c'est pour ça que je vais dissocier. Je veux dire qu'il n'y a pas quelque chose à cacher à Olembe. La non-présence de la presse privée, ce n'est pas parce qu'on a quelque chose à cacher. Parce qu'ils y vont. Je crois qu'une semaine avant la rencontre, ils étaient là. Qu'est-ce qui justifie donc la Maintenant, non-présence à cette rencontre? la question maintenant est ailleurs. Les organisateurs de ce match, qu'est-ce qu'ils recherchaient? Tout à fait. Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. Quand on lit le communiqué du team presse officiel, qu'est-ce qu'ils recherchaient clairement pour ce match exactement? Moi, je crois que sur le plan purement politique, il fallait simplement démontrer que Olembe existe et que Olembe est déjà là. Non, vous pensez que la voix de la presse privée pour le montrer n'aurait pas été nécessaire? Je vous ai dit qu'au Cameroun, permettez que je puisse dire quelque chose. Au Cameroun, notamment en matière de football, on a un problème sérieux. Lequel? Parce que cette guéguerre entre la fédération et le ministère des Sports est en train de plomber la politique sportive mise en place par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Vous ne pouviez pas me dire qu'autour d'un simple match de football, qu'il y ait des contresens entre la fédération et le ministère. Vous ne comprenez même pas ce qui se passe parce que chacun d'entre eux veut présenter patte blanche et chacun veut dire que c'est moi qui commande. Ce qui fait que lorsque l'un n'est pas content, l'autre se met entre... Quand vous prenez le communiqué de la CAF vous dit qu'elle a reçu autant pour moi les messages tronqués. Moi, je dis, moi, je ne peux pas. Qui présentait des informations moi, l'observateur que je pose, que je suis, je pose une question centrale. Depuis l'année 2020, 2021, la CAF a effectué au minimum 30 visites au Cameroun. C'est vrai. Moussengo en a pris pas. Je paye les impôts. Quand ils viennent ici dans mon Hilton Hotel, c'est les frais du contribuable. Ils prennent des voitures luxueuses, c'est les frais du contribuable. Ils se pavanent à Garoua, à Bafoussam, à Yaoundé. Ils prennent des vols. Qu'est-ce qu'ils vont donc faire tous les jours au stade? Pour venir dire qu'ils ont des informations. Parce qu'on dit information lorsque toi-même tu n'es jamais parti vérifier. Mais ce que tu as vérifié une semaine à l'avance, comment tu peux venir me dire que cette information est tronquée? Je crois que ce communiqué, la CAF aurait dû faire de ne même pas signer ce communiqué. La CAF aurait dû faire de se taire. Parce que le bâillonnement de la presse n'est pas du fait de la CAF, c'est un problème de camerounisérie. C'est un problème de camerounisérie. Il faudrait que, et c'est là où moi j'interpelle le Premier ministre chef du gouvernement, il faudrait que chacun reprenne sa place dans ce pays. Parce que tel que c'est parti, je vous dis tel que c'est parti, nous ne sommes pas prêts parce que les histoires de la fédération, les histoires de combat entre le ministre des Sports et le président de la fédération camerounaise de football sont en train de plomber. Non pas parce que M. Paul Biya, lui, il a déjà réussi sa canne. Vous savez pourquoi il a réussi sa canne? Parce qu'il a doté le Cameroun des meilleures infrastructures sportives que le continent peut avoir. Maintenant, l'organisation technique et proprement parler, c'est pour nous autres. C'est-à-dire Franck Gislain, M. Bobo et M. le maire qui est assis ici. C'est maintenant à nous de construire notre héritage, de s'approprier cet héritage que le président Paul Biya a bien voulu offrir au Cameroun et à l'Afrique tout entière. Bien entendu. Monsieur le maire, quelle intelligence est-ce qu'on peut bien trouver dans le refus de la présence de la presse privée à ce match d'ouverture, test grandeur nature du complexe sportif d'Olembe? Je crois que mon prédécesseur, M. Castro, a dit tout ce qu'on pouvait dire dessus. Je vois tous les jours la presse privée accompagner justement et la CAF et le gouvernement et la fédération visiter sur les chantiers, tous ces multiples chantiers. Donc je n'arrive pas à expliquer ce scénario. Ce scénario, je ne le... Si c'était justifié par les mesures barrières, en tout cas par la pandémie, je crois que dans ce cas, il n'y aurait pas de match, tout simplement. Oui, donc, s'il y a match, ça veut dire que tout le monde qui vient peut respecter un certain nombre de mesures qu'on peut leur imposer. Donc, je ne justifie pas, je n'ai pas à présent obtenu les explications ni
une piste d'explication de ces refus de la présence de la presse privée. Je crois que c'est peut-être un malentendu, une erreur, parce que très souvent il y a disons des entendements ou des orientations idéologiques par moment qui ne sont pas adaptées à la situation. Le match était un match relativement facile pour l'équipe nationale. Le Malawi, ce n'est pas l'Égypte, ni la Côte d'Ivoire, ni l'Algérie. Donc, pour ce qui est des infrastructures, je sais que tout est presque prêt, il manque quelques retouches. Au niveau justement des médias, la CRTV a pu retransmettre par plusieurs canaux le match. Donc voilà, donc je crois que tout est prêt pour ça, mais on va attendre les explications plus précises. Espérons qu'elles arrivent, ces explications, monsieur le maire, et on va tout de suite embrayer sur Je voulais ajouter en quelques secondes. En quelques secondes, à la suite de Castro, parce qu'il parlait des guéguerres entre la fédération et le ministère des Sports. En réalité, les guéguerres ne devraient pas exister. Pourquoi? L'équipe nationale du Cameroun est la propriété exclusive de l'État du Cameroun. C'est pour cela que vous verrez qu'elle s'habille avec les couleurs nationales. C'est pour cela que vous verrez que quand l'équipe nationale joue, on exécute l'hymne national. Donc la fédération n'est que quelqu'un dont l'État a donné une partie de sa gestion de gérer. Donc quand le patron est là, est-ce que celui à qui on a légué le plus, peut le moins. Voilà. Donc la fédération en réalité ne devrait pas avoir des guéguerres avec le ministère des Sports qui est sa tutelle. Parce que tutelle veut dire, je peux me tromper, hein, en français facile, droit de regard et contrôle. Donc la fédération doit se soumettre. Lorsque le ministère des Sports a déjà pris une position, elle doit tout simplement accompagner le ministère des Sports. Pour ouvrir les échanges sur la performance des Lions indomptables du Cameroun, je vous propose d'abord de regarder tous ensemble, messieurs, ce résumé du match Cameroun-Malawi. C'était vendredi dernier, on l'a dit. Au complexe sportif d'Olembe, le Cameroun l'a emporté 2-0 face au Malawi. Je vous propose de regarder et on revient juste après. L'histoire retiendra que les Lions indomptables ont inauguré la belle pelouse de Lembe par une victoire. C'est dans un stade Paul Biya, malheureusement sans public, que le Cameroun a accueilli le Malawi dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La victoire ne fut pas difficile à se dessiner pour les coéquipiers de Vincent Aboubakar. Minute de jeu, 16 minutes prochain, les éléphants pour leur deuxième sortie de ces éliminatoires. Franck Ghislain, 2-0 contre le Malawi, on peut s'en réjouir. Je vous ai dit, je vais passer la parole à mon voisin. Je ne vais pas intervenir sur ce match, je vous l'ai dit, ce n'est pas solidarité pour mes confrères. On peut le comprendre. Donc, je vais leur revenir à Fidel Castro. Est-ce qu'il y a de quoi se féliciter à l'issue de cette rencontre entre le Cameroun et le Malawi de vendredi? Je voudrais souhaiter que mon frère Franck Ghislain soit plus solidaire avec l'État du Cameroun qu'avec... Je le suis d'ailleurs, parce que l'État du Cameroun est un État de droit. Parce que vous savez, il y a, même quand ils vont au Limbe, vous faites des visites, il y a certains confrères qui sont exclus. Oui. Mais je n'ai jamais vu qu'il y ait une solidarité avec ceux qui sont exclus. Donc je crois qu'on doit plus être solidaire envers... parce que l'équipe nationale est au-delà d'une confrérie. Voilà. Oui. Maintenant, pour répondre... Je suis sûr que Franck Ghislain vous a entendu. Maintenant, pour répondre à votre question, on peut se satisfaire du 2-0, oui. N'oubliez pas que nous sommes dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et moi, je dis toujours, c'est mon avis, mieux vaut perdre une Coupe d'Afrique des Nations que de rater une participation à la Coupe du Monde. Franck, qui est marketiste, il le sait très bien, c'est que la mamelle nourricière du football camerounais, parce qu'il n'y a pas de sponsor au Cameroun. D'ailleurs, je loue ici et je salue la bravoure de l'équipe de Franck Ghislain qui a fait un travail exceptionnel dans le canon sportif de Yaoundé et qui a démontré que la jeunesse peut. Et que quand on fait confiance à la jeunesse, on va avoir de bons résultats. Je félicite également M. le maire parce que j'ai fait un tour en Goumou et je vous dis que le travail qu'il est en train de faire est un travail exceptionnel. C'est dire que ceux qui disaient que les jeunes ne peuvent rien, alors il y a des jeunes qui sont capables d'apporter beaucoup de choses ici d'ailleurs. Alors,
nous sommes, parce que la Coupe du Monde rapporte sensiblement, aujourd'hui, c'est dans les 8 milliards de francs CFA. Et c'est ça qui nourrit le football amateur, même si vous allez me dire après que ces 8 milliards parfois disparaissent. Ça, c'est la faute maintenant. En tout cas, il n'arrive pas entre les mains des joueurs. Et ça, c'est maintenant la faute à ceux qui ont la charge de gérer cet argent-là. Mais c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Parce que maintenant, nous sommes dans un championnat où chaque point est nécessaire. Et pourquoi moi je suis plus satisfait? Je suis plus satisfait parce que les précédentes éliminations du Cameroun, ce n'est pas contre les grandes équipes. C'est toujours contre les nations, je mets ça entre guillemets, dites petites. Si vous prenez l'élimination de 2006, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas contre l'Égypte que le Cameroun a perdu sa qualification, ni contre la Côte d'Ivoire. On l'a perdu contre le Soudan en faisant des matchs nuls bizarres où personne n'a compris quoi que ce soit. Conséquence des courses, parce que nous sommes capables d'aller battre la Côte d'Ivoire à Abidjan. Nous sommes capables de battre l'Égypte à Yaoundé. Nous sommes capables, Fabien. Mais on l'a déjà fait dans le passé. Oui. On a battu la Côte d'Ivoire. Avec l'équipe actuelle que vous avez vue vendredi? Non, ce n'est pas un problème d'équipe actuelle, c'est un problème d'état d'esprit. C'est-à-dire que l'équipe du Cameroun est une équipe de référence mondiale. D'accord. C'est-à-dire que, je parle sous le contrôle de M. le maire, il a longtemps vécu en Europe. Les deux nations africaines qui sont respectées par les Occidentaux, enfin par le monde entier, en Afrique, c'est le Cameroun et le Nigeria. Parce que c'est les deux nations qui ont obtenu des grands résultats sur le plan international. C'est-à-dire les Jeux Olympiques. On ne les gagne pas sans battre deux pays sud-américains. Vous pouvez avoir, enfin, je ne peux pas parler de malchance, vous pouvez avoir ce tirage bizarre qui vous donne le Brésil en demi-finale en 96, aux États-Unis, le Nigeria, et l'Argentine en finale. Vous avez vu le Cameroun, le Chili, qui a eu d'abord le Brésil en quart de finale. Battre le Brésil en 9 contre 11, s'il vous plaît, parce qu'il faut préciser cela. Ah oui, et c'est au cours de ce match que la notion du but en or avait été retirée par la FIFA, parce que quand les bookmakers ont parié, on ne voyait pas le Cameroun battre le Brésil, mais battre le Brésil à 9 contre 11 sur un terrain, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous avez donc, après le quart de finale, vous avez le Chili, des Zamorano en demi-finale. Vous avez l'Espagne de Xavi, de Puyol, de José Marie et bien d'autres grands joueurs espagnols. Et l'Espagne était donc l'équipe qui prenait l'ampleur en Europe parce qu'ils avaient gagné l'Euro, ils avaient gagné, et ainsi de suite. Donc pour dire quoi? Pour dire que le Cameroun est une équipe de référence. C'est nous, Camerounais, qui réduisons cette équipe à la moindre expression qu'elle est devenue aujourd'hui. Je voulais... Donc c'était pour dire que maintenant, quand vous prenez notre groupe, vous voyez que le Cameroun a déjà un point, nous avions 3 points. Ce qui nous permet déjà de mieux faire les calculs que la Côte d'Ivoire. Parce que qui a la pression maintenant? Je vais vous dire, ce n'est pas le Cameroun qui a la pression. C'est la Côte d'Ivoire qui est maintenant sous pression. Parce qu'il suffit d'un faux pas pour la Côte d'Ivoire, elle est éliminée totalement. Et je vous dis, et c'est là où tout se joue, parce que sur le plan, la Côte d'Ivoire a un problème, tout comme mes amis sénégalais, même s'ils ne vont pas beaucoup l'apprécier, c'est un problème psychologique. C'est des gens qui, au plan mental, ont beaucoup de difficultés. Par contre, l'équipe du Cameroun, quand vous posez la question, vous vous souvenez juste après, je crois, 2014-2016, quand on a balayé la génération de Samuel Eto'o et consorts sont partis, vous connaissez qui a battu la Côte d'Ivoire, c'est Yaoundé. Mais c'est l'Indien Clinton qui venait à peine d'avoir 2 ou 3 sélections avec l'équipe nationale, qui ont humilié la Côte d'Ivoire 4 buts à 1 et pas n'importe quelle Côte d'Ivoire. Avec les Yaya Touré et les Okora, tous étaient présents, mais c'est les Biberons qui ont. Les Fabrice Ondoa était, je crois, c'était sa deuxième sélection. Après le passage contre le Congo, qui était sa première sélection, c'était son deuxième match ici à Yaoundé. Ils ont fait une performance stratosphérique. Donc on ne dit pas l'équipe actuelle. Moi, je pense qu'elle est meilleure que celle de 2017 parce qu'aujourd'hui, elle a des garçons qui sont déjà petits d'expérience, qui ont déjà un certain vécu dans cette équipe. Maintenant, ce que je demande, c'est, je ne sais pas comment cette équipe a voyagé, mais on aurait pu faire comme on a fait en 2006, accompagner cette équipe des gens capables. Je ne sais pas ce que vous Fabien fait ici. Parce que je ne sais pas ce qu'il fait. Parce que c'est des gens, j'espère que dans cette délégation, on a fait la même chose, on a amené les Roger Mila, les François Romambic et consorts, parce que c'est ça qui galvanise le plan psychologique de cette équipe nationale. On va revenir à la rencontre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, mais d'abord on décrypte la rencontre Cameroun-Malawi 4-2-4 proposé par Tony Kontesao en début de rencontre. C'est un schéma tactique auquel on n'est pas toujours habitué. Monsieur le maire, vous y connaissez en football. Est-ce que vous avez l'impression que le schéma tactique proposé par Tony Kontesao est de nature à permettre à notre équipe de se hisser au sommet, de rester au sommet actuel des nations de football en Afrique?
Bon, comme je l'ai dit au début de l'émission, je pense que c'était un match relativement facile à domicile et contre le Malawi. Ça permettait de rôder, d'expérimenter un peu la nouvelle configuration, en tout cas les nouveaux éléments composant cette équipe. Je pense personnellement que le football n'est pas comme la politique. La politique n'a pas de retraite. Le sport a besoin de beaucoup d'énergie et je me méfie toujours des équipes camerounaises surtout où on a l'impression que les anciens sont un peu plus nombreux que les jeunes qui ont beaucoup plus de jus encore. Et ce match était relativement facile. J'espère qu'avec des équipes plus costaudes, ils vont pouvoir résister. Ils vont pouvoir résister parce que Aboubakar, Basogo, ce sont quand même des gens qui ont... L'expédition de 2017. Oui, ça fait un moment qu'ils sont là. Il faudrait les utiliser, mais de façon relativement limitée. Il faut rajeunir au maximum l'équipe pour qu'elle puisse, à côté de quelques hommes expérimentés, résister. Jouer 90 minutes, parce que le risque de ce type d'équipe, c'est que ce soit des équipes de 45 minutes. Vous avez vu même avec le Malawi, ça a déroulé un bon jeu. Mais face à une équipe plus costaud, la deuxième mi-temps peut connaître des retournements si les joueurs n'ont pas assez de jus. Et je crois que c'est le problème que notre équipe a cumulé jusqu'à écarter définitivement des acteurs majeurs du passé comme Rigobertson et tout, mais à un moment donné, le muscle, les pieds ne répondent plus. Il faut savoir se séparer d'eux et rajeunir. Et c'est pour ça que, bon, on verra, mais je crois il faut faire confiance aux jeunes joueurs plus qu'aux anciens. Il peut y avoir 2 ou 3 anciens joueurs, mais je me dis que pour la CAN, il faut donner la chance à des jeunes joueurs. Fabien Bobo, vous êtes technicien de cette affaire. Est-ce que, tenez compte de ça, les choix qu'il a opérés au milieu de terrain, la préférence de Koundé Malong à Franck Zambo-Anguissa pour débuter la rencontre, par exemple, vous avez l'impression que c'était des choix intelligents? En attaque également, commencer avec 4 attaquants au détriment du 4-3-3 qui est la formation, on a envie de dire, habituelle de l'équipe du Cameroun. C'était un bon pari? Vous savez, il est souvent difficile de critiquer un autre entraîneur. Bon, mais je crois que vous avez posé une question tout à l'heure, monsieur le maire, le choix tactique ou alors le dispositif, le 4, vous avez parlé de 4-2-4. 4-2-4 et tout ça. En fait, ce n'est pas le dispositif ou bien le choix tactique qui cause problème dans un match de football. C'est la capacité de l'animation de ce dispositif-là. Parce que quand on le met sur pied, on l'anime en fonction de la difficulté qu'on trouve en face. C'est pour cela que vous voyez, on peut partir d'un 4-3-3, finir en 4-5-1 ou c'est pas moi. 4-2-3. Voilà, pardon, c'est pas, le dispositif n'est pas statique. L'animation varie en fonction des difficultés qu'on peut trouver. C'est pour cela que vous verrez par exemple un entraîneur, à peine un joueur est entré au stade ou alors un joueur commence, il le remplace. Parce qu'il sent que le danger vient par ce joueur-là pour son équipe. Donc pour limiter la casse, il est obligé de sortir ce jour et mettre quelqu'un d'autre. Donc en réalité, ce n'est pas un problème de Zambo-Anguissa au banc ou bien Koundé Malong qui commence. En fait, une grande équipe, c'est la capacité d'avoir des grands joueurs. Et les grands joueurs, il faut les avoir au niveau des titulaires et également au niveau du banc de touche. Parce que la qualité du banc de touche, c'est ça qui fait une grande équipe. Vous voyez très bien que quand Koundé Malong commence, on ne sait pas que Zambo-Anguissa est au banc de touche, parce qu'ils ont presque le même profil, les mêmes qualités. Bon, maintenant, si Koundé Malong a un carton et que l'entraîneur estime que il a plus de gnac, comme on dit au quartier, hein, la gnac, un peu comme Rigobert était. Il peut prendre un deuxième carton et mettre l'équipe en difficulté. Vous verrez bien qu'il peut sortir Koundé et réinjecter Zambo-Anguissa. Donc c'est un problème de stratégie, de choix de l'entraîneur, parce que la stratégie en fait c'est des coups de pied arrêtés sur un stade. Donc pour dire quoi? Pour dire que on peut se réjouir des 3 points
Castro l'a dit tout à l'heure, parce que dans les matchs éliminatoires d'une compétition, le nombre de points compte d'abord. Il faut d'abord glaner les points. Maintenant, le nombre de buts également, il faut marquer beaucoup de buts. Si jamais à la fin des décomptes, la Côte d'Ivoire, qui est l'une des meilleures équipes de notre poule, parce qu'en fait, c'est avec elle que nous devrons discuter la place d'aller à la Coupe du Monde. Si nous nous retrouvons au même nombre de points et que nous avons marqué plus de buts que la Côte d'Ivoire, logiquement, nous passons le goal average. Donc, le fait que la Côte d'Ivoire ait fait match nul au Mozambique donne l'avantage à l'équipe du Cameroun, elle qui a gagné à domicile par 2-0. Donc nous avons 3 points plus 2 buts d'avance. Donc quand nous allons en Côte d'Ivoire maintenant, si nous avons, comment dire, l'appétit, on peut aller là-bas avec des intentions de battre la Côte d'Ivoire, parce qu'elle n'est pas une foot de guerre. Et ce n'est pas la première fois que le Cameroun bat la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Et si nous sommes prudents, que l'entraîneur se rend compte que en vouloir gagner, on peut s'exposer à perdre le match, eh bien, il limite la casse de prendre au moins 1 point, ce qui nous mettrait à 4 face à la Côte d'Ivoire, alors qu'elle va commencer à 1 point. Donc, il faut regarder tous ces paramètres-là, ne pas être trop gourmand pour remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin de ces éliminatoires-là. Mais je reste convaincu, monsieur le maire l'a dit, je suis parfaitement d'accord avec lui, il faut rajeunir l'équipe. Il faut également continuer à prospecter pour détecter des talents, parce qu'il y a encore des Camerounais qui sont à l'étranger, qui sont prêts à venir jouer avec cette équipe. Non, c'est pas un problème. Moi, c'est un faux débat. Ça, c'est un faux débat. Maintenant, pour jouer, on ne les chasse pas. C'est la présidence de la fédération. La présidence, on va les chasser. Donc, maintenant, la qualité de la gestion de l'équipe peut être questionné. C'est-à-dire que comment on fait pour appeler les joueurs. Moi, j'ai vu par exemple l'entraîneur Conseil Sao sélectionner Assomo, la révélation du chat, Assomo, et on met à côté de son nom qu'il a un club à l'étranger. Mais la deuxième liste, la liste définitive, on met encore Assomo, mais plutôt de Fortuna. Vous voyez que ça cause, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc il faut avoir de la rigueur au niveau des choix des joueurs, parce que le seul critère de sélection dans une équipe, c'est la performance en club. Et vous avez vu dans cette équipe, il y a des joueurs qui venaient de changer de club, n'ont même pas encore commencé à jouer dans le nouveau club, sont appelés à l'équipe nationale. Je trouve ça un peu léger. Et là, j'attire l'attention des dirigeants, parce que au Cameroun, on a un discours où on dit souvent, monsieur l'entraîneur, vous avez les mains libres. Il n'y a aucun entraîneur au monde qui a les mains libres. Dès lors que l'entraîneur a pour patron le président de la fédération, et au-dessus du président, le ministre des Sports, qui peut faire des suggestions en disant, écoutez, il m'est parvenu que voilà, il y a telle chose, est-ce qu'on peut régler ça rapidement? Donc, il faut regarder la qualité des joueurs appelés, parce qu'il ne faut pas oublier que nous préparons une CAN. Et cette équipe qui a commencé les éliminatoires va se bonifier au fil des matchs, et on pourra déjà avoir ce qu'on appelle la colonne vertébrale, l'ossature de l'équipe, pour donc greffer au fur et à mesure que nous avançons des éléments complémentaires. Moi, j'ai vu par exemple Ganago, qui joue dans, je crois, Lens en France, l'utiliser en milieu de couloir. C'est un avant-centre. En milieu de couloir, vous avez vu, il a perdu énormément de ballons, parce qu'il n'a pas cette facilité de dribbler que peut avoir un Bassogok dans le couloir gauche. Donc, il faut l'utiliser à l'axe. C'est un avant-centre qui, d'une pirouette, peut se retourner et frapper au goal et marquer un but. Donc, c'est des petits détails que nous devrons continuer à travailler. Mais, comme le disait tout à l'heure, j'ai beaucoup ri. Quand Castro demande qu'est-ce que je fais ici, c'est que chez nous, on n'a jamais voulu que nous, qui vivons cette affaire depuis 72, parce qu'il faut le dire, je suis le football camerounais depuis les années 72. Donc, j'ai une grosse expérience de cette affaire. J'ai vu toutes les grandes stars du Cameroun jouaient au championnat du Cameroun avant de s'exiler en France. De Roger Mila, Onjita, Oussambanak et les autres. Donc, il faut nous écouter parfois. Mais je me réjouis parce que moi, j'aime mon pays. Je suis en discussion très poussée avec des familles des internationaux camerounais qui veulent revenir à l'équipe nationale du Cameroun parce qu'ils avaient été déjà... non, pas mis de côté, ça veut dire qu'ils étaient... comment dirais-je, c'est le terme qui m'échappe. En fait, ils étaient visés par l'équipe de Suisse.
Vous savez que 3 Camerounais étaient visés par l'équipe de Suisse. Il y avait Freddy Mveng, il y avait Oberlin qui jouait à balle, et il y avait Brel Mbolo. Et Brel Mbolo allait à l'équipe de Suisse, pourquoi? Parce que Federer, qui est natif de balle, a pesé sur le dossier Brel Mbolo. Il allait voir les parents, ils ont donné beaucoup d'argent, c'est comme ça que la Suisse nous a arraché Brel Mbolo. Vous savez que c'est un garçon, c'est le neveu de Zélé, le bombardier, le musicien, et l'enfant à sa grande sœur. Il était même ici il y a quelques jours. Donc il aime le Cameroun. Mais il y a donc 2 qui sont restés. À l'heure où je vous parle, nous sommes en discussion très poussée avec les familles pour les convaincre de nous donner ces garçons parce que eux, ils peuvent servir à notre équipe. Mais maintenant, est-ce que nos dirigeants sont donc prêts à ce qu'on vienne avec les dossiers de ces joueurs et leur dire voici des garçons? Est-ce que ça se joue vraiment au niveau des dirigeants? Je crois que ce problème de sélection à l'équipe nationale nous a posé beaucoup de problèmes. Voilà. C'est pour ça qu'on a connu une traversée des déserts. Voilà. Vous aviez un capitaine, pour le citer, Samuel Eto'o, qui avait ses préférés. Voilà. Vous aviez un groupe qui, à un moment même, nous a fait perdre beaucoup de talent. Voilà. Etam Emayer. Voilà. J'estime que le Joseph Désiré Job, qui était l'un des plus grands talents qu'on ait eu à un moment, à 17 ans, à l'âge réel, appelé à l'équipe de France, qui a perdu sa place à Lyon, à l'équipe de France à l'époque, pour avoir choisi le Cameroun. Le clan national l'a totalement exclu et a gâché énormément sa carrière. Donc lorsque ces clans-là se forment entre l'encadrement, l'équipe et les mêmes personnes qu'on garde parfois plus qu'il n'en faut au sein de l'équipe, évidemment beaucoup de talents que nous avons à l'étranger, on les perd. C'est bien beau de les ramener, mais encore faut-il que les gens les intègrent. Et j'ai l'impression que le maire a oublié Matip. Il a oublié Matip. Le copinage et peut-être même c'est ce qui a toujours été le soupçon, le monnayage des places de l'équipe nationale. Ça a fait perdre beaucoup de compétition à l'équipe. On a connu une traversée parce qu'on a voulu maintenir les mêmes artificiellement à l'équipe, alors qu'il y avait des talents. Et je crois qu'il faut libérer le jeu. Et mettre tout le monde en œuvre. Voilà, et privilégier l'efficacité, le résultat, y compris avec les encadreurs. Parce que quand ça se fait avec la complicité d'un encadreur, à la première défaite, quand il sait qu'on va rompre son contrat, il sait que c'est sa tête qui est en jeu, il ne va pas céder à ces pressions. Et je crois que ça peut nous permettre d'évoluer. C'est pour ça que je parlais de rajeunissement tout à l'heure, parce qu'il faut que l'équipe respire, qu'il y ait des talents qui sont disponibles au lieu de prendre des risques. Parce qu'on peut toujours gagner avec l'esprit, parce que c'est ça qui a souvent tué l'équipe nationale. Nous avons un esprit de conquérant et tout. Donc, parier sur cet esprit seulement ne suffit pas. Et beaucoup de gens ont cru que ça pouvait aller. À un moment que les lions, ce sont les lions, on va y aller avec nos copains, on va y aller. Mais on a vu, on est sorti de la Coupe du Monde de plus de 2-3 cannes avec 0 points. Il n'y avait pas cet esprit quand le physique et le talent n'était pas là. Mais Franck Gisela, maintenant qu'on est sorti de la rencontre Cameroun-Malawi, j'espère que vous allez prendre la parole. Il est revenu à des meilleurs partisans. Castro lui a rappelé que c'est quand même le pays. Bon, les individus, ça vient après. Franck Gisela, est-ce que ce problème de rajeunissement de l'effectif au sein de notre équipe nationale, dont parle M. le maire, n'est pas fonction de la préparation à la base? Est-ce que le Cameroun aujourd'hui a des outils pour créer ses propres talents au cas où ces jeunes Camerounais qui sont soit partis trop tôt, qui sont parfois même nés là-bas en Europe, ne voudraient pas revenir jouer pour la sélection nationale? Je pense que le Cameroun aujourd'hui a les moyens, au moins les moyens infrastructurels de pouvoir fabriquer ses propres talents. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a 2 instruments avec lesquels nous ne devons pas blaguer. Le premier instrument, c'est la DTN, mais une vraie DTN cette fois-là, c'est-à-dire... C'est quoi une vraie DTN? Une vraie DTN pour moi, c'est quoi? C'est un laboratoire où vous avez toutes les légendes
de la formation et de l'entraînement qui travaillent en collégialité pour fabriquer au quotidien des stratégies et des méthodes pour nous mettre sur pied des joueurs au quotidien. Je vais vous prendre un cas simple. Il y a un constat qu'on n'a pas fait depuis le début de cette campagne. On n'a pas de joueurs de latéralité, on n'a pas de latéraux gauche. Comment, même droit, c'est des joueurs vraiment forts. Il ne peut pas. Vous voyez, il se retrouve. C'est qu'il y a une faille énorme. Tout à fait. Au sens propre et au sens figuré. C'est une faille. Tout à fait. Et donc, oui, face au Malawi, ça va. Ok, mais face à la Côte d'Ivoire, il faudra. On va ressentir ça. Parce que justement, et là, la question qu'on va se poser, nous avons une équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique 2018, de U17. Je suppose que cette équipe avait au moins un latéral gauche. Il est où le garçon? Le U20 en Mauritanie, on a eu, pour moi, c'est l'une des meilleures participations des équipes jeunes en compétition. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi cette équipe n'est pas allée loin dans la compétition, mais ils ont fait un premier tour incroyable. Je crois qu'ils ont fait du 9 points sur 9 carrément, avec Mila et To. C'était vraiment quelque chose. C'était une génération dorée. Où, je suppose que cette équipe avait au moins un latéral gauche. Il est où? Les U23 ont joué une CAN en Égypte. Je crois que dans cette cuvée de U23, je vois Umgwet, Onla et Ganago. Ils sont où les autres? Ils sont où les défenseurs?